Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des Directs du jeudi sur Abidjan.net. Notre invité de ce jour est un haut fonctionnaire tant dans l'administration préfectorale que centrale. Il vient de mettre en plus sur le marché un ouvrage intitulé « Réussir sa prise de fonction ». Nous parlerons bien entendu avec lui du fond et de la forme de cet ouvrage. Monsieur Niékré Joseph, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur. Alors, première question, tout de suite. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied ou à écrire un ouvrage malgré vos multiples occupations? Merci. J'ai écrit cet ouvrage d'abord parce que l'on pouvait se poser la question, qu'est-ce qu'un préfet vient faire dans les questions de management? Oui, effectivement, en tant que préfet, j'ai énormément de responsabilités, certes, mais j'ai aussi un parcours, un cursus universitaire qui me permet de pouvoir théoriser concernant les problématiques qui ont cours au sein des organisations. Alors, pourquoi un tel ouvrage? L'expérience m'a été donnée d'entendre des amis, des collègues, des frères qui, lors de leur prise de fonction, ont été confrontés à d'énormes difficultés en termes de stress. Et moi-même, à titre personnel, lors de ma prise de responsabilité, lorsque j'ai été nommé pour mon premier poste de sous-préfet, j'ai connu les mêmes difficultés. Comment résoudre ce type de préoccupation? C'est ce qui m'a motivé. Quelques amis m'ont même approché pour dire, vu ton cursus, vu ton parcours professionnel universitaire, il est important que tu nous apportes quelques soutiens. Et je l'ai fait de façon informelle. Et vu que la demande était récurrente, j'ai pensé que le problème devait concerner un plus grand nombre de personnes. D'où la nécessité de proposer un ouvrage pour les Ivoiriens, mais aussi pour toutes les personnes dans le monde concernées justement par les problématiques liées à la prise de responsabilité. Je l'ai dit tantôt, nous parlerons du fond et de la forme de cet ouvrage. Le sous-titre de l'œuvre, Réussir sa prise de fonction, c'est « Les secrets des meilleurs dirigeants ». Est-ce à dire que vous avez passé au peigne fin la vie des meilleurs dirigeants de la Terre? Ce serait prétentieux de le dire. Ce que j'ai par contre fait, c'est que j'ai énormément écouté et j'ai surtout aussi fait une grande revue de littérature. Il y a des ouvrages clés, comme le prix de l'excellence de Thomas Pittos et de Waterman, le livre de Leader, Les secrets des meilleurs dirigeants, et une grande revue de littérature. Tout cela m'a permis de savoir ce sur quoi repose la réussite de bon nombre de dirigeants dans le monde. Et j'ai estimé que pour celui qui commence l'exercice de nouvelles responsabilités, il est bon de mettre à sa disposition ce qui a fait le succès des autres pour lui permettre de démarrer efficacement. Donc concrètement dans l'ouvrage, ce n'est pas la vie des personnalités qu'on raconte, mais des mécanismes de prise de fonction ou des mécanismes pour réussir les prises de fonction. Exactement. Il faut des mécanismes, il faut des méthodes. C'est ce qui permet justement, lorsque vous accédez à une nouvelle responsabilité, c'est la méthode qui va vous permettre d'agir. La vie des responsables peut aider, ça peut être un exemple. Mais ce sur quoi j'insiste davantage, c'est surtout les méthodes, les mécanismes pour aider ceux qui démarrent. Donc votre réflexion, comme vous le dites, tourne autour de trois grands axes. Comprendre l'organisation, le diagnostic et le mécanisme de prise en main efficace de la fonction. Alors, expliquez-nous brièvement le choix de ces trois axes. Le choix est simple. Lorsque vous prenez une nouvelle bonne fonction, il peut se trouver que vous ayez eu à travailler. Vous pouvez aussi être déjà en exercice. La question c'est, est-ce que les gens sont suffisamment conscients des réalités qui ont cours au sein des organisations? C'est ce qui a fondé le premier axe de ma réflexion. Il m'a semblé nécessaire d'expliquer les réalités qui ont cours au sein des organisations, ce que j'ai appelé comprendre l'organisation. Et pour le faire, j'ai donc eu recours à des métaphores, qui sont des images que nous prenons dans le quotidien. Et par transposition, nous faisons un raisonnement par analogie et ça nous permet d'expliquer la réalité qui ont cours au sein des organisations.
Donc, comprendre l'organisation au travers de métaphores. Mais j'ai aussi estimé que lorsque nous sommes dans un environnement socio-culturel, celui qui accède à des niveaux de responsabilité, d'encadrement notamment, devrait être au fait des réalités qui ont cours au sein de l'environnement socio-culturel. C'est ce qui a expliqué donc, pour moi, le besoin de proposer certains traits culturels essentiels concernant notre contexte africain. Comprendre donc l'organisation. Deuxième élément, le diagnostic. L'expérience m'a montré que lorsque les gens sont si stressés, lorsqu'ils sont désemparés, le vrai problème que mon analyse m'a permis de détecter, c'est qu'en général, il manque de méthode. Je prends en fonction par où je commence. Par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? Et le diagnostic est un outil pertinent dans le domaine d'organisation qui peut aider et qui aide tout nouveau dirigeant à amorcer efficacement l'exercice des responsabilités. C'est la raison pour laquelle j'ai estimé qu'il était important de donner des éléments justement concernant le diagnostic. Comme vous le voyez, un médecin jamais ne prescrira une thérapeutique à un patient sans passer par l'étape justement du diagnostic. Et dans un troisième volet, j'ai jugé nécessaire de mettre à la disposition du nouveau dirigeant ce que j'appelle les leviers de la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme a compris que c'est l'homme qui est au cœur de la réussite de toute organisation. En cela, le management et le leadership constituent les éléments phares, les clés du succès de toute organisation. Donc j'ai proposé quelques outils liés au management et des lois concernant justement le leadership. Si vous voulez, on pourra aller plus en plus. Bien entendu, à ce propos, vous parlez par exemple de la loi de l'audace, de la loi de l'anticipation, de la loi du sacrifice, de la loi du couvercle. Quels sont ces différents principes sur lesquels un bon manager doit s'appuyer? Un bon leader devrait par exemple appliquer la loi de l'audace. La loi de l'audace est une loi qui voudrait que lorsque vous êtes nommé à un poste de responsabilité, que vous ayez une vision suffisamment audacieuse. Si vous devez venir exercer de nouvelles responsabilités et faire exactement ce que votre prédécesseur a fait, vous n'avez pas votre raison d'exercer ces responsabilités. Sans pour autant faire tabula rasa de ce qui existe. Il ne s'agit pas de cela. Nous sommes à un point A. Il s'agit pour vous de propulser l'organisation à un point B. Ça veut dire qu'on capitalise déjà ce qui est là. Donc on ne peut pas faire tabarras de ce qui existe. Mais il faut aller plus loin. Et en général, l'expérience m'a montré qu'on est parfois trop pusillanime pour prendre des initiatives hardies, pour faire en sorte que l'organisation qu'on nous confie puisse véritablement avoir des succès retentissants. En cela, je voudrais vous féliciter ici, sans faire du prosélytisme, mais Abidjan.net se démarque aujourd'hui par rapport aux autres portails. Parce qu'il y a quelque chose qui suit derrière, une vision. Cette vision, elle doit être résolument audace. C'est-à-dire sortir des sentiers battus. C'est cela que j'appelle la loi de l'audace. Elle vous permet de réaliser des choses extraordinaires. Des hommes ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires s'ils ont des visions audacieuses. Une autre loi que j'aimerais bien comprendre, et les internautes aussi, il s'agit de la loi du couvercle. De quoi s'agit-il exactement? Alors la loi du couvercle n'est pas de moi. C'est une loi qui a été proposée par un auteur très célèbre, connu, qui s'appelle John Maxwell. Le degré de leadership d'un dirigeant détermine le degré de performance de son organisation. Cela veut dire, et quand je me réfère au corps préfectoral, je le dis dans le livre, assez souvent, on dit, oh, ici ce n'est pas un bon poste, ici ce n'est pas un bon... Alors que pour les mêmes postes, on mettrait deux personnes différentes, les résultats ne sont pas les mêmes. Il y a par exemple des personnalités comme Diagou, qui a créé NCA, et il y a un autre leader au Maroc. Dans des conditions difficiles, ces leaders ont pu réaliser des résultats extraordinaires. Cela veut dire que ce n'est pas l'environnement qui détermine le résultat d'entreprise, mais c'est le leader, par son charisme, par son engagement, par ses qualités, qui fait en sorte que son organisation réussit. C'est cela la loi du couvercle.
Une autre loi qui, entre guillemets, pose problème en Afrique en général, il s'agit de la loi de la délégation du pouvoir, je suppose. Alors, comment faire admettre ou passer cette loi auprès de nos dirigeants? Nos dirigeants devraient pouvoir s'approprier de cette loi qui est la loi de la délégation. Il n'est pas aisé pour un dirigeant de tout accomplir soi-même. Il faut tout mettre en œuvre pour responsabiliser ses collaborateurs. Aujourd'hui, dans les nouvelles règles, dans la nouvelle mode du management, il y a par exemple l'empowerment. Faire en sorte que les collaborateurs puissent avoir suffisamment de pouvoir, vous permettant, vous, de vous occuper de ce qui est de votre ressort de compétences. La délégation, elle permet aux leaders, elle permet aux managers d'être beaucoup plus efficaces. Elle n'emporte pas nécessairement complètement des saisissements, mais elle permet une juste répartition des tâches pour que chacun ait à s'occuper de ce qui est de son ressort de compétences. En cela, c'est un outil important et qui permet justement à l'organisation de fonctionner au mieux. Amis auditeurs, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de M. Joseph Niékré, administrateur civil, auteur de l'œuvre Réussir sa prise de fonction. Et nous faisons le tour de son œuvre pour comprendre l'essence du message. Alors, une autre préoccupation, monsieur l'administrateur civil, le contexte africain est bien entendu différent du contexte européen. La majorité des œuvres concernant le management sont écrites par des Européens. Est-ce qu'on peut transposer l'expérience européenne en Afrique ou qu'est-ce qu'il faut régler pour que ça marche ici? Je pense que j'ai abordé cet aspect de votre question tout à l'heure dans mon intervention en essayant d'expliquer les axes de mon intervention au regard justement des traits culturels africains que j'ai abordés. Tout à fait. Il s'agit de quoi? Le management n'est pas propre aux Européens. C'est le pilotage des organisations, la direction des organisations, l'utilisation d'outils tels que la planification, l'organisation, la direction, le contrôle. Ça veut dire que là où il y a des hommes, là où il y a des organisations, il y a des objectifs à atteindre, il y a forcément le management. Maintenant, le management doit pouvoir s'adapter à tout contexte culturel. Ainsi, en Europe, il y aura un management, c'est-à-dire la gestion des hommes qui devra être fonction des réalités socio-culturelles de ces pays. De même ici en Afrique, il faudra tenir compte aussi des réalités socio-culturelles africaines. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai consacré un pan important à l'ouvrage en essayant de ressortir ce que je considère comme étant des traits culturels importants que tout manager, tout leader devrait pouvoir connaître pour gérer au mieux le personnel mis à sa disposition. Tout manager ou tout leader n'est pas forcément un intellectuel. Comment expliquer à l'homme de la rue, à l'individu lambda, votre bouquin, je prends un exemple, je suis journaliste, je suis nommé au poste de ministre de la Santé, pardon Madame la Ministre, je veux dire, dans un domaine que je ne maîtrise pas concrètement. Alors, comment je dois m'y prendre pour réussir ma prise de fonction? Pour un individu lambda, comment s'y prendre pour réussir son projet? Est-ce qu'il peut trouver des réponses à ces questions dans votre ouvrage? Il peut trouver des réponses à ces questions simplement parce que dès lors qu'on a déjà un groupe d'individus, un groupe de personnes à encadrer, on n'est plus un individu lambda, on n'est plus un homme de la rue. Je pense que quelqu'un qui déjà peut concevoir un projet, peut mettre en place une équipe et atteindre des objectifs, je pense qu'il faut avoir du respect déjà pour ces personnes-là. Donc, première précision. Deuxième élément, l'ouvrage est pratique. Simplement parce que j'estimais qu'il fallait concilier et la théorie et la pratique. Donc, le premier axe de réflexion est assez théorique. Mais à partir du diagnostic, je donne des éléments concrets pour permettre à celui qui démarre sa prise de fonction, pour lui donner des outils pour commencer. Tout simplement, quand on prend les différents niveaux justement du diagnostic, premier élément, la constitution par exemple du dossier de l'organisation. Lorsque vous prenez une fonction, la première des choses, c'est que vous devez faire en sorte de savoir tout ce qui se passe dans votre organisation. On reste collé à mon exemple, le journaliste qui devient ministre de la Santé par exemple. Alors, le journaliste, et c'est en cela que c'est pertinent, parce que le journaliste n'est pas devenu ministre de l'Information, il est ministre de la Santé. Donc vous allez bien comprendre qu'il ne va même pas exercer en tant qu'état, on ne demande pas d'être journaliste là-bas. Il s'agira d'appliquer le management au domaine de la santé. Exactement. Et c'est en cela que c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Premièrement, lorsque vous arrivez dans n'importe quelle organisation, ainsi plutôt que pouvait dire que le management est l'organe spécifique de toute organisation, quelle qu'elle soit. Ça veut dire que ce soit l'entreprise, l'administration publique ou les associations. Premier élément donc, construction de dossier de l'organisation. Vous allez fouiller. Donc, si c'est dans l'administration, vous avez ce qu'on appelle les chronos. Mais dans n'importe quelle entreprise, vous avez des dossiers, vous devez regarder les courriers, vous allez regarder donc les rapports, vous avez les textes de loi, les textes concernant, régissant votre domaine. Vous devez lire, vous informer suffisamment sur le contenu de votre mission. Il y a même des fiches de poste aussi. Lorsque vous avez eu ce volet théorique, vous pouvez ensuite envisager d'organiser des interviews. Ça veut dire quoi? Vous avez des collaborateurs, vous avez été nommés. Vous devez les écouter. Parce qu'en réalité, la vision dont j'ai parlé tout à l'heure et qui devrait être audacieuse, devrait être bâtie avec les hommes qui sont sous votre responsabilité. Vous devez écouter, interviewer. Donc, vous pouvez organiser ce travail individuellement, comme vous pouvez aussi étendre ces consultations à l'ensemble du personnel au travers de grandes réunions. Mais mieux, il ne s'agit pas de rester seulement dans son bureau. Donc vous pouvez faire aussi une visite de terrain, visite des locaux. Nous sommes à Abidjan.net. Avant de venir, j'ai vu qu'il y a plusieurs locaux. Vous êtes nommé par exemple ici. Vous devez nécessairement passer dans chaque bureau, connaître chacun de vos collaborateurs, voir les réalités qui courent dans chaque bureau. Mais ici, c'est parce que c'est une dimension réduite. Mais ça peut être une entreprise multinationale. Dans la mesure du possible, il vous faudra passer en revue les grands compartiments de votre organisation. Vous avez donc, à partir de ce moment-là, recueilli un ensemble d'informations, on va dire, au plan quantitatif. C'est cela que vous appelez le diagnostic. Et ce n'est pas fini. Parce que le diagnostic, il y a 7 étapes. Là, on n'est qu'au premier niveau. Deuxième niveau, vous allez analyser. Donc, maintenant, rechercher la quintessence, la dimension qualitative de l'information que vous avez recueillie. Donc, vous allez d'abord savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est là l'analyse. Au regard des informations que vous avez recueillies, vous allez poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'en réalité, dans n'importe quelle organisation, ce n'est pas toujours que tout paye, ce n'est pas toujours que tout se déroule bien. Donc vous allez rechercher au regard des informations recueillies dans tout ce tour d'horizon que vous avez fait, les points faibles, les endroits où il y a des problèmes. Ensuite, quand vous avez découvert les problèmes, vous allez passer à une autre étape, c'est-à-dire établir un constat. Quelles sont maintenant les forces de l'organisation? Quelles sont les faiblesses de l'organisation? C'est à partir de là seulement que vous allez commencer maintenant à faire des propositions d'amélioration. Parce que tant que vous ne savez pas ce qui va, et que vous ne savez pas ce qui ne va pas, ce qui va et ce qui ne va pas, il est impossible de faire une proposition viable. Donc vous allez faire donc, à partir de ce moment-là des propositions qui vont aider à améliorer le fonctionnement de votre organisation. Mais ce n'est pas tout. Parce que si vous avez un N+1, vous avez été nommé directeur, vous avez un DG certainement au-dessus de vous, ou vous avez un ministre au-dessus de vous, ou peut-être vous êtes ministre, donc vous avez le président, le premier ministre au-dessus de vous. Alors, les propositions que vous allez faire, il est quand même bon de solliciter le regard ou l'avis de votre hiérarchie pour les valider. Et lorsque ces propositions seront validées, c'est en ce moment-là seulement que vous allez sortir ce qu'on appelle les plans d'action. C'est-à-dire où on va, qui fait quoi, ça nous coûte quoi, dans quel délai on le fait. Le plan d'action. Et puis après, vous allez rédiger un rapport diagnostic que vous allez donc consigner comme document ou schéma directeur qui guidera donc votre action. Donc voici les différentes étapes et c'est très concret. Quand vous respectez, si vous respectez toutes ces étapes, mais vous êtes à l'aise lorsque vous devez démarrer votre nouvelle fonction. Monsieur l'administrateur civil, moi je reste toujours dans... Alors je peux faire préfet hors grade ou préfet des régions parce que l'administrateur civil c'est une appellation ancienne. Veuillez m'excuser pour le... Voilà. La question est celle-là. Comment comprendre qu'en général en Afrique, on s'installe dans un certain laxisme sous prétexte qu'on n'a pas de moyens. On entend beaucoup de dirigeants dire
le manque de moyens fait qu'on ne peut pas bouger, le manque de moyens fait qu'on ne peut pas changer. Est-ce véritablement un obstacle? Permettez de vous dire que c'est mon avis personnel. En général, les gens qui posent des préoccupations de cet ordre, en général, manquent de vision. Les moyens ne sont que des moyens. Ce n'est pas la finalité. Observez, à partir de maintenant, s'il y a un projet pertinent, une vision claire, les moyens se dégageront toujours. Donc ceux qui prétendent qu'ils n'ont pas de moyens, en général, c'est parce qu'ils manquent de vision, c'est parce qu'ils n'ont pas d'idée. Je le dis et je signe. Il y a des projets, lorsque les projets sont pertinents, les moyens n'existent pas, mais ils se créent. N'importe qui peut venir vous accompagner si le projet que vous proposez est pertinent. Donc ce ne sont pas des raisons suffisantes. Il faut changer de leader. Au niveau politique, je veux parler de mes organisations, par exemple, c'est au niveau que je. Si vous avez un responsable qui, tout le temps, vous dit qu'il n'a pas de moyens, je pense qu'il faudrait commencer à soit lui demander d'aller se faire former, ou bien alors simplement changer de responsable. Parce qu'il y a toujours un chemin pour celui qui veut faire quelque chose. Bien noté. Alors, vous dites également dans l'œuvre que tout le monde aspire à exercer des fonctions d'encadrement, mais beaucoup de gens ne s'y préparent pas sérieusement. Quelle est, selon vous, la bonne formule pour bien se préparer? C'est déjà d'acquérir cet ouvrage. Je pense que ce serait déjà aujourd'hui ce que je souhaite pour les Ivoiriens, pour le monde entier, c'est que lorsque quelqu'un est nommé, qu'on puisse lui donner cet ouvrage. Mais je parle aussi dans l'ouvrage de ce que j'appelle la loi de l'anticipation. La loi de l'anticipation voudrait qu'on n'attende pas d'être nommé pour se préparer à exercer des fonctions de responsabilité. Plusieurs écoles existent. Aujourd'hui, il n'est pas superflu de songer, de penser à militer au sein d'organisations. Ça peut être au niveau syndical, ça peut être au niveau associatif. On est bon dirigeant en apprenant à diriger. Mais comment apprend-on à diriger? C'est en dirigeant. Aussi simple que cela. Donc, impliquez-vous, impliquons-nous au plan associatif, au plan syndical. Et déjà, il y a aussi la formation qui peut être une formation académique. Mais c'est tout cela conjugué qui permet justement de pouvoir se former se préparer à exercer des responsabilités en tant que leader ou manager. Je rappelle que nous sommes suivis par des milliers d'internautes et certains d'entre eux vous adressent des messages, soit de félicitations ou des questions. Alors, je prends celle de Philbert Glégo, si je lis bien. Je voudrais dire toute ma fierté au préfet Nyékré pour ce brillant ouvrage qui me conforte dans ses hautes capacités intellectuelles et professionnelles. En réalité, nous qui connaissons l'homme pour l'avoir pratiqué tant à l'ENA qu'à la fac, n'en sommes pas surpris. L'enfant étant le père de l'homme, comme disait quelqu'un. Voici le message ainsi libellé. Et Zamblé Gilles, lui, sa préoccupation est la suivante. Pour vous, qu'est-ce qui fait que nos dirigeants ou chefs d'entreprise ne donnent pas la chance à des jeunes diplômés? Je remercie Gilles, que je connais très bien, monsieur que j'apprécie énormément. Je voudrais aussi au passage saluer l'ambassadeur Gléglo, qui est un ami, qui est un frère, que je salue. Pourquoi les chefs d'entreprise ne donneraient pas aux jeunes leur chance? Je pense que la chance, on ne la donne pas. La chance, il faut la saisir. Moi, je pense que les jeunes gens aujourd'hui, pour ceux qui sont formés et bien formés, ils n'ont aucune inquiétude à se faire. Aujourd'hui, les problématiques qui ont cours dans les organisations, dans le monde, l'attraction, la rétention, la fidélisation des cadres à haut potentiel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont plus nécessairement en position de force pour ce qui est du recrutement de ceux qui sont des cadres de haut niveau. Aujourd'hui, lorsque vous avez de la qualité, il existe ce qu'on appelle aujourd'hui des entreprises, des cabinets de chasseurs de tête. Vous avez entendu parler d'Afrique Search. Cela veut dire quoi? Que plutôt que d'attendre qu'on vous tende la main, qu'on vous donne une chance, formez-vous, soyez compétents. Un jour ou l'autre, vous aurez l'occasion de saisir votre chance. Mais n'attendez pas que la chance vous... Aujourd'hui, est-ce que Abidjan.net est une... Voici des jeunes gens.
qui se sont retrouvés. Ils ont créé une entreprise. Est-ce qu'ils ont entendu qu'on leur donne une chance? L'idée est pertinente. Aujourd'hui, elle fait son chemin. Il y a toujours un chemin. Il y a toujours un chemin pour quelqu'un qui veut réussir. Ce que je demande aux jeunes, c'est que s'ils n'ont pas de travail, qu'ils n'attendent pas, parce qu'on le voit trop souvent. J'ai eu ma maîtrise, j'ai fini. Quand on a eu sa maîtrise, on n'a pas fini. Quand on a eu sa maîtrise, qu'on travaille, très bien. Mais si vous ne travaillez pas, formez-vous. Aujourd'hui, on peut faire un 2 heures, on peut faire un test, on peut faire un billet, on peut faire des certificats. Si vous êtes suffisamment qualifié, vous n'allez pas à vous inquiéter pour votre employabilité. Il y aura toujours un entrepreneur qui, parce qu'il veut gagner de l'argent, il va trouver la personne idoine pour l'aider justement à atteindre ses objectifs. Donc, agile, qu'il ne s'inquiète pas. Son tour arrivera. S'il pense que ce n'est pas encore le temps, qu'il n'attende pas, qu'il se forme. Il y aura toujours. Il saisira un jour sa chance. Parlons un peu de votre expérience personnelle. Vous avez voyagé dans une trentaine de pays, notamment aux États-Unis, en Allemagne, au Japon. Qu'est-ce que cela vous a apporté sur le plan professionnel et sur le plan personnel? Ça m'a énormément enrichi. Au plan professionnel, je suis préfet. Je suis allé d'abord pour ma formation en France. J'ai étudié à l'Institut international d'administration publique de Paris. Et dans le cadre de cette formation, je suis allé dans des localités comme Carpentras, Avignon, Apt, et j'ai vu les réalités au plan administratif, mais aussi au niveau socio-culturel. Quand on sort de là, on a des éléments de comparaison. J'ai voyagé, j'ai étudié au Canada. Et j'ai vu aussi l'organisation administrative, universitaire. Et je suis allé dans d'autres pays, comme par exemple le Japon. Et j'ai vu comment les gens sont impliqués dans le travail, comment ils sont motivés au travail. Je suis allé au Mexique, j'ai vu des pays propres. Je suis allé au Brésil, je suis allé partout. J'ai eu la chance de voyager énormément. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je le dis, cet ouvrage est aussi la résultante de tout ce que j'ai accumulé, parce que le voyage instruit, le voyage enrichit. Et j'ai été enrichi dans ces voyages. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà l'œuvre? Combien de pages compte cette œuvre? 168 pages, 160 pages. 160 pages. Oui, 160 pages. 160. Et l'œuvre est déjà disponible? Oui, à la librairie Carrefour, Mediastore, bientôt à la librairie de France, un peu partout. Vous l'avez dit aussi, vous souhaitez que cette œuvre soit remise à quelqu'un qui vient de prendre fonction. Est-ce que vous avez entamé déjà des négociations avec le gouvernement pour que votre rêve se réalise? Mais ce n'est pas au niveau gouvernemental, je suis désolé. C'est comme vous le faites. C'est que le grand public soit informé. Parce que ce ne sera pas un décret qui va demander qu'on remette mon ouvrage. Non, c'est pas ce que je souhaite. Maintenant, si le gouvernement apporte un tel appui, je ne refuserai pas. Mais je pense, et je suis convaincu que tout leader, tout manager qui est nommé trouvera des lignes, des idées qui pourront l'aider à entamer efficacement cette nouvelle responsabilité. C'est pourquoi aujourd'hui je souhaite qu'on ne se contente plus simplement de féliciter les nouveaux promus. Il faut leur donner justement cet ouvrage, il faut leur offrir cet ouvrage pour leur permettre justement de démarrer du bon pied. En tout cas, nous pensons avoir beaucoup appris à travers cette interview avec vous. Si vous voulez résumer votre œuvre en une phrase pour terminer, quelle est l'essence de cette œuvre? Il est difficile de résumer une œuvre de 160 pages en une phrase, mais ce qui est important pour moi, c'était de partager. Trop souvent en Afrique, on a entendu dire, et Amadou Ampateba le disait, quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Et j'estimais que trop de bibliothèques ont brûlé en Afrique. Aujourd'hui, nous devons être dans une autre phase où chaque responsable, ça peut être un préfet, mais ce serait aussi demain peut-être un médecin ou un professeur, mais que chacun partage son expérience. En essayant d'additionner ces sommes d'expérience, nous allons nécessairement aider les jeunes générations à profiter de ce que nous avons connu. Simplement, et pour illustrer cela, nous avons vu que la civilisation égyptienne a été fondée en Afrique. Puisque
tout était fondé sur l'ésotérisme, c'est-à-dire le processus initiatique. Il y a eu une grande déperdition des enseignements que nous avions. Et ce sont les Grecs qui ont diffusé ce savoir. Aujourd'hui, on peut parfois dire que bon, l'Afrique n'a peut-être pas de civilisation, etc. Mais ce qui est important, c'est que nous devons partager nos connaissances pour faire en sorte qu'il y ait la chef de génération. Si j'ai pu le faire, ce serait véritablement pour moi un cadeau que je me fais à titre personnel, mais aussi ma contribution à faire en sorte que nos États, les organisations, au plan étatique, au plan même de l'entreprise privée, puissent fonctionner mieux, parce que demain, c'est avec les hommes que nous allons gagner, c'est avec les hommes que nous allons réussir. Après 20 ans d'expérience en qualité de haut fonctionnaire, tant dans l'administration préfectorale que centrale, M. Nyekre Joseph a mis sur le marché une œuvre intitulée « Réussir sa prise de fonction » où il partage les secrets des meilleurs dirigeants africains. Nous avons, pas africains, des meilleurs dirigeants, pardonnez-moi. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir dans ce numéro des Directs du jeudi sur Abidjan.net. On espère également que les internautes ont pris beaucoup de plaisir à vous écouter. On vous recevra très bientôt, selon votre emploi du temps. Merci beaucoup encore une fois. C'est moi qui vous remercie et je suis disposé. Simplement, faites consigne et puis je pense que nous partagerons encore ces moments agréables. Amis internautes, restez connectés à l'actualité ivoirienne et sous-régionale à travers Abidjan.net et tout son réseau. On se retrouve jeudi prochain pour un autre rendez-vous. D'ici là, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen.